Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités exceptionnels. Le premier, c'est le professeur Philippe Imbert, un habitué de la chaîne. Nadia, Rassa-Moeli, pareil, ça fait, c'est une habituée, c'est la deuxième fois qu'elle vient à mon émission. Le thème de l'émission, c'est, le microbiote et les parasites. Donc, Nadia, Rassa-Moeli, elle est experte du microbiote et elle est thérapeute. Le professeur Imbert est dermatologue. Alors, beaucoup de symptômes que nous attribuons au stress, à l'alimentation et à l'anxiété pourraient venir des parasites invisibles et on va vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, je vais mettre donc, le premier livre, donc, le livre de Nadia, Rassa-Moeli et «Si j'étais une candidose». Tu peux nous expliquer comment tu es venue à l'idée d'écrire un livre? Alors la candida, c'est vrai que nous en naturopathie, dans toutes les écoles de naturopathie, et depuis, toujours, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on apprend, systématiquement, parce que c'est assez courant, c'est assez répandu, mais c'est pas diagnostiqué, enfin, c'est vraiment pas très mal diagnostiqué ou quasiment pas diagnostiqué, chez les médecins et donc les personnes vont se retrouver avec des troubles, sans explication et donc il y a déjà eu des livres, hein, qui ont été écrits sur la candidose, notamment, ben, Vincent Renaud, le docteur Vincent Renaud qui a gentiment préfacé mon livre. Mais là, je voulais faire une petite mise à jour et j'ai parlé notamment des biofilms. Dans les biofilms, hein, qui est un système un petit peu de qu'utilisent les micro-organismes pour, s'installer et pour, vraiment être résistants en fait, et survivre dans un environnement, sur des muqueuses et donc j'avais, fait beaucoup de recherches sur la candidose, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la candidose et donc on m'a demandé, un éditeur m'a demandé, d'écrire un livre, donc voilà, c'est le premier livre, que j'ai écrit sur la candidose. C'est professeur, Oui. même punition pour vous. Vous avez publié, donc c'est votre dernier livre, Les parasites, exercice. Ah non, 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 alors là, ne mettez pas cette photo, Ah! ça c'est quelqu'un qui usurpe mon nom Ah pour OK, vendre le livre. Ah non, non, excusez-moi. non, il y a plusieurs personnes qui font ça, je ne les connais pas et comme mon livre est un succès, ils usurpent ça et ils font un petit fascicule avec l'intelligence artificielle, ils posent 5 questions, j'en ai D'accord, récupéré et il y a mais 15 autres pages où il y a rien du tout il et faudrait c'est que vous fassiez quelque chose, porter plainte, parce que moi je l'ai trouvé sur, Amazon. ah non, non, le vrai livre, c'est celui-là. D'accord, parce que le livre ce que j'ai montré, il est en vente sur Amazon. Ben oui, mais c'est un deuxième parce que donc, c'est des gens anonymes qui font ça pour leur propre compte et qui D'accord, font fonctionner l'intelligence artificielle pour écrire une vingtaine de pages et ils vendent ça et c'est vraiment il y a absolument rien dedans, donc faut vraiment se d'accord. méfier. Mmh. Donc n'achetez pas ce que je vous ai montré, achetez le livre du professeur Imbert qu'il a dans les mains. Oui, que j'ai C'est là aussi. celui-ci, c'est celui-ci qu'il faut acheter, pas celui que je vous ai Ah non, montré. d'ailleurs, cette personne s'appelle Stéphane quelque chose, je sais pas qui c'est, il est totalement inconnu et ils appellent ça cahier d'exercice, mais il y a absolument aucun cahier d'exercice et il y a pas de cahier d'exercice à faire. Qu'est-ce que c'est que cette c'est vraiment des usurpateurs, de la notoriété pour essayer de faire de l'argent et d'escroquer les gens parce qu'il y a rien du tout à l'intérieur. Ouais, c'est pas normal et en plus, je suppose que vous avez dû, le dénoncer sur, via Amazon et il y a peut-être rien qui a été Oui, fait. donc mon éditeur a déjà signalé un premier livre comme ça, mais qui est épais comme ça, attention, hein, il y a rien du tout et celui-là, ben, je le découvre, je ne savais pas. Celui-là, Je je suis ne le vraiment savais désolé professeur. non, mais vous avez bien fait, ça permet d'en parler. Et ben voilà, ça me permet OK, de l'attaquer aussi. voilà. Alors, on va commencer, donc c'est une question pour vous 2. Bah, on va commencer, bah, honneur aux dames, hein, donc Nadia, pourquoi, microbiote et parasites sont-ils étudiés séparément alors qu'ils cohabitent dans le même écosystème?
Bah, oui, tu as tout à fait raison. En fait, même cet écosystème, c'est l'hôte, en fait, et le micro le les parasites sont dépendants, en fait, du microbiote. Donc en fait, finalement, quand on dit, que ça parasite, c'est qu'il a besoin, en fait, de l'environnement du microbiote pour évoluer, ce parasite, et pour se développer. Mais la parasito, ben, professeur Imbert va nous en parler, c'est très peu connu, en fait, hein. C'est très, très peu connu. On s'y intéresse peu, en tout cas pas autant que le microbiote. Le microbiote, on a, des milliers et des milliers d'études chaque mois qui sortent, c'est exponentiel. Mais en comparaison, bah, les études sur les parasites, il y en a aussi, hein, et il y a beaucoup d'études qui font le lien justement, entre, l'existence des parasites et du microbiote. Les parasites font partie du microbiote, mais ils sont nettement moins étudiés que les bactéries. C'est vraiment ce qui pêche, c'est cette connaissance des parasites, en fait. Mmh. Professeur? Oui, oui, alors je suis un peu remué avec cette histoire-là, là, de cette personne vraiment qui essaie de faire de l'argent sur le dos des pauvres personnes qui achèteraient ce livre. Bon, alors les parasites, oui, c'est un monde extraordinaire, qui est méconnu et je pense que j'ai été un des premiers depuis 30 ans à m'intéresser aux parasites, mais tout simplement parce que les gens qui se grattaient, qui avaient des démangeaisons, pour moi, c'était une évidence et encore dernièrement, je regardais sur les banques de données médicales, mais c'est pas une évidence, les causes parasitaires des prurites, il y a presque pas de publication. Alors est-ce que ça veut dire que s'il y a pas l'industrie derrière, personne ne s'y est intéressé? Alors que pour tout le monde, pour quelques études allemandes, pour mes propres travaux, quand quelqu'un a des démangeaisons, c'est les parasites dans 80-90 des cas. Il ne faut pas passer à côté d'une maladie de Hodgkin, il ne faut pas passer à côté d'une cause, métabolique, mais la plupart du temps, c'est une maladie parasitaire et d'autres symptômes, très fréquents chez la femme, les cystites et les mycoses et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a des critères pour poser le diagnostic d'infection urinaire. Il y a des critères cliniques et des critères biologiques. Eh bien, on s'assoit sur des critères. C'est-à-dire la personne fait une analyse d'urine, quand on regarde l'analyse d'urine, il n'y a rien d'une infection urinaire. Il n'y a pas de nombre de globules blancs qui a été déterminé par la science, qui était de 10 000 par millilitre. Non, ils n'y sont pas. Il n'y a pas les bactéries comme elles devraient l'être et pour autant, on écoute le patient et on dit: «Vous avez une infection urinaire», on donne les antibiotiques. Mais comment savoir qu'en fait cette fausse infection urinaire est due aux parasites? Bah, tout simplement en reprenant l'histoire de la patiente, en s'apercevant qu'elle a des démangeaisons, qu'elle a eu de l'urticaire et quand on regarde toutes ces prises de sang d'il y a 20 ans, des 20 dernières années, on va voir à un moment donné un pic d'éosinophile, puis 5 ans après, un nouveau pic d'éosinophile. Quelle est la maladie qui donne des pics d'éosinophiles, si ce n'est la parasitose? Eh bien, c'est comme ça que très vite, je me suis convaincu que toutes ces femmes qui avaient des cystites et des mycoses, c'était pas des cystites, pas des mycoses, mais des symptômes en relation avec, avec les parasites. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure. Si le médecin veut faire bien son travail, il faut pas qu'il saute à pieds joints sur des critères diagnostiques. C'est-à-dire qu'il est le seul possesseur, le seul endroit de poser un diagnostic et il va peut-être le poser à côté. C'était le cas dans la plupart des cas que j'ai vus. Donc, il faut vraiment s'attacher aux critères cliniques et quand on n'a pas les critères de l'infection urinaire, on va essayer de travailler pourquoi et c'est là où les naturopathes ont souvent, une façon de faire, une méthodologie que nous avons peut-être pas nous médecins. Comment vous auriez pu vous-même, Nadia, dépister des parasites devant des infections urinaires, comment auriez-vous fait? Bah, sur des parasites, nous alors, comme je disais, quand on n'avait pas l'outil de la métagénomique pour, étudier le microbiote, on se basait sur la clinique, en fait, hein. Moi, sur la Oui. candidose, on a quelques tests effectivement, on a un test urinaire, mais, nous en parasito, bon, à part effectivement la parasitologie des selles, mais on sait que, ils analysent pas tout et puis, parce que c'est du spécifique et puis, on peut avoir des faux négatifs. Mais sinon oui, sur la détection, c'est assez compliqué, donc ça va être surtout la clinique, en fait, hein, comme je vous disais. Moi, c'est sur des cas récalcitrants,
et comme vous disiez sur des résultats, enfin non probants en termes de recherche où là, bon, on va se dire: «Il y a la clinique, les résultats, nous donnent rien d'autre». Bon, ben, c'est là qu'on va suspecter les parasites et puis c'est assez courant quand même, hein. Je veux dire, avant, je dis toujours en consultation, les médecins avant avaient l'habitude de traiter en fait, hein, de donner des vermifuges, et c'est quelque chose qui n'est plus du tout fait par les médecins Mmh, traitants et donc les parasites n'ont pas disparu, bien au contraire. Je pense mmh. qu'ils ont dans nos sociétés où on a de plus en plus de déséquilibre du microbiote, ils ont plus d'impact, potentiellement qu'avant en fait, hein, ces parasites qui n'ont pas Oui, disparu, qui sont toujours là et qui seront toujours là. Mmh. ils sont toujours là. Ouais. Mais ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'avec le professeur Imbert, ça fait pas mal de vidéos qu'on avait fait, ensemble, des interviews et moi ce qui m'étonne quand même, c'est que depuis pas mal de temps, il y en a d'autres aussi qui en parlent des parasites, mais pas que et il y a rien qui est fait, aucune analyse alors que tout le monde parle de faire des analyses, ce qui devrait être fait assez régulièrement et il y a rien qui est fait. Le médecin, il n'est pas concerné par rapport à ça. Pareil, Nadia, toi aussi, ça va que tu travailles avec des médecins qui vous collaborez ensemble pour, justement pour le bien-être, des patients, mais c'est des cas qui sont, rares. Ça devrait être constamment. Le médecin doit travailler en la collaboration, avec, les différents corps de métier parce que chaque médecin, Heu, je suppose qu'il doit être spécialiste d'un domaine, mais pas de tous les autres domaines. Mais vous vous rendez compte, aujourd'hui, j'ai eu 2 patients qui m'ont dit: «Mon médecin m'a dit: "Les parasites n'existent pas, ça n'existe que chez les animaux"». On est Mmh. dans une société hygiéniste, il y a pas de parasites, c'est une méconnaissance, mais incroyable et ce qui est assez énorme, c'est qu'on appuie ça sans aucune référence bibliographique. C'est-à-dire que le médecin qui a dit ça n'a même pas ouvert PubMed pour savoir si ça existait ou pas. Alors qu'il va peut-être faire un frottis à la malade suivante qui a peut-être un cancer du col de l'utérus et il va passer à côté des parasites qui favorisent le cancer de l'utérus, qui favorisent la prolifération de papillomavirus. Donc si on est un médecin qui veut s'intéresser à son patient, on va s'intéresser aux parasites, on ne va pas raconter des histoires que les parasites n'existent pas. C'est assez, effrayant de voir avec quelle certitude certains médecins se permettent, d'appuyer des contre-vérités comme ça et parce qu'ils sont médecins, ils auraient le droit et personne ne conteste jamais ces médecins ne sont présentés devant leur père pour s'expliquer sur leur façon de dire les choses. Jamais. C'est vrai que j'ai déjà eu le cas d'une personne où, donc elle s'intéressait au microbiote par rapport à ses troubles. Elle s'était renseignée et quand elle est venue me voir, elle a dit: «Bah, j'avais parlé au microbiote de mon enfin, j'ai parlé à mon médecin du microbiote, il m'a dit: "Le microbiote n'existe pas"». Alors là, c'était j'ai entendu ça une fois et je me suis dit: «Ah oui, vraiment, Et vous c'est savez, vraiment de». on a des banques de données médicales, c'est PubMed, on doit y aller, moi, tous les jours, chaque malade, je vais chercher. C'est comme ça que j'ai trouvé des informations et quand je pense, quand j'interroge mes collègues, une personne ne va là et qu'on sort des études de médecine, on a appris 2-3 petits trucs qu'on croit savoir, on a fait des amalgames pour les infections urinaires. Allez, ça brûle en faisant pipi, donc c'est une infection urinaire. On a oublié les critères de l'analyse d'urine et en toute sa vie, on va donner des antibiotiques à quelqu'un qui n'en a pas besoin et personne ne va le taper, sur internet pour se dire: «C'est quand même curieux, cette infection, elle revient tous les mois, pourquoi donc? Est-ce qu'il y aurait pas une cause?» Non, non, les il y a un acquis et c'est ça la médecine d'aujourd'hui. Moi, ça me fait peur, si vous voulez. Mmh. Parce que Tout Mmh. à fait, oui. qui, comme moi, disent les choses en faisant de la recherche, on est montré du doigt. On est montré du doigt. Je pense à une chose. Vous avez un malade qui a une maladie de peau, vous devez trouver les maladies associées et parmi les maladies associées, il y a les maladies psychiques ou psychiatriques. Ça a été dit dans les années 2014, tout malade qui a une maladie de peau
doit être évalué pour savoir s'il n'a pas une dépression. Aujourd'hui, on vous fait le reproche, en tant que médecin dermatologue, d'aller chercher par l'interrogatoire une dépression chez votre malade. C'est quand même effarant, donc ça Mmh. veut dire, vous n'auriez une possibilité que de mettre des crèmes, point c'est tout. Tant pis pour le malade. C'est bien ça que ça veut dire. Et on va pas faire de la bonne médecine, ce qui compte, c'est que tant pis pour le malade, quoi. Mmh. Oui, oui. Alors, professeur, les parasites peuvent-ils avoir des rôles utiles? Parce qu'on parle des parasites, mais on parle souvent des parasites, mais du côté négatif. Oui, oui, vous avez raison, on parle du côté négatif. Moi, je pense qu'effectivement, on ne les connaît pas assez. Alors, aujourd'hui, il y a une sorte de mode qui voudrait qu'on va traiter des maladies auto-immunes par des parasites. J'ai Helminth. Mmh. Et donc il y a des magasins aux États-Unis qui vendent des parasites. Vous mangez des parasites. Mais moi, tous ceux que j'ai vus, il y a des gens qui sont contaminés par les parasites et qui vont pas bien. Donc je ne le recommanderais pas. Pour le moment, il y a pas de preuve d'efficacité ou d'intérêt des parasites pour traiter des maladies auto-immunes. Par contre, si les parasites ne nous font pas de mal, si on n'a pas de démangeaison, si on n'a pas de symptômes, ça sert à rien de les détruire. Parce qu'en les détruisant, on va agir sur d'autres choses peut-être sans le savoir. Donc il faut toujours compter que s'il y a une maladie, des symptômes. Tout à OK, fait, et je oui, rajouterais d'ailleurs qu'il y a des publications, qui ont fait le lien entre la présence de certains sous-types de Blastocystis hominis, avec une corrélation avec une meilleure diversité, une meilleure alpha-diversité et richesse, en fait, et une baisse des bactéries plutôt pathogènes. Donc, en fonction du sous-type, effectivement, on peut être dans une situation commensale ou alors dans une situation plutôt, pathogénique, quoi. Mmh. C'est sûr oui, qu'il peut y avoir des études innombrables là-dessus, hein. Étudier, le microbiote de quelqu'un qui a, du Dianthomeba, un autre protozoaire qu'on considère comme peu pathogène, étudier le microbiote bactérien, donc des gens qui ont des helminthes, donc des nématodes, des petits vers ronds, ça serait très intéressant parce que ces parasites, ils doivent faire leur vie avec les bactéries. Comment se débrouillent-ils les uns avec les autres? c'est C'est ça. ça. Il y a une cohabitation et une coévolution et il y a, visiblement, d'après certaines études, des rôles même sur l'immunorégulation, sur l'inflammation, il y a, visiblement, une cohabitation quand même entre certains parasites et le microbiote, ouais. Et Ouais, les bactéries. et est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a certaines formes de bactéries, qui ne pourraient pas vivre sans les certains parasites et vice versa? Alors ça, je pense que vous posez une très bonne question, mais j'ai pas encore eu le temps de chercher cela. J'avais noté cette question, je le ferai plus tard. Certainement, certainement. C'est Ouais, Nadia? possible, c'est possible. Après, ce que j'ai vu aussi dans certaines études, c'est que ça disait quand même qu'il y avait une compétition, par exemple, en tout cas quand on parle d'équilibre du microbiote, hein, parce que c'est toujours une question d'équilibre aussi, hein, de symbiose. Il y avait une compétition entre des bactéries donc du phylum, Proteobacteries, donc qui sont plutôt, en excès, pro-inflammatoires et les parasites et donc en fait, certains parasites, ben, éviteraient justement la prolifération de certaines protéobactéries, en fait. Donc voilà, dans certaines études, on a ce genre d'informations. Mmh. OK. Alors Nadia, une question pour toi. Nos microbiotes, modernes sont-ils trop pauvres pour se défendre? Oui, alors la problématique, ce que j'ai vu aussi, c'était que, malgré tout, un parasite, il a besoin d'un hôte pour se développer et pour survivre et en fait, finalement, on a vu que, et c'est peut-être le cas sur Blastocystis hominis, hein, quand il y avait cette corrélation sur certains sous-types où, on avait une meilleure, alpha diversité, une meilleure richesse au niveau des «bonnes bactéries» entre guillemets, hem et donc, hem certains parasites, finalement, ont besoin pour se développer d'un microbiote enrichi
Par contre, sur des microbiotes dysbiotiques, inflammatoires ou, avec très peu de bactéries, protectrices comme des bifidobactéries ou des lactobacilles, et bien, la présence de parasites, là, deviendrait, virulente et inflammatoire et pathogénique, en fait. Donc la qualité du microbiote, l'état du microbiote, va influencer, en fait, finalement, la les caractéristiques et les effets de la des parasites, en fait, de la présence des parasites. Mmh. Et je vais rajouter aussi une autre question que je pense que qui est quand même assez, qui est assez important. Vu qu'on parle du microbiote, que c'est notre deuxième cerveau, tu me dis si je me trompe ou pas. Hem, est-ce que justement le microbiote, est-ce que c'est pas lui qui va réguler si, il se développe bien et tout? Est-ce que le microbiote, c'est lui qui va peut-être réguler les parasites avec aussi les bactéries? Alors en fait, dans la régulation justement de cette de la parasitose, effectivement, moi je pense et Philippe Pimbert, professeur, vous nous confirmerez ou pas, vous nous infirmerez, mais je crois qu'on en avait déjà discuté, mais pour moi, la qualité, de l'intestin en fait, hein, en termes inflammatoires, en termes de mucus, va, impacter en fait la résistance du parasite, hein. On a vu effectivement que le mucus permettait, si on avait un bon mucus, une bonne qualité de mucus, ça permettait de dégager plus facilement des parasites et une bonne qualité de mucus va dépendre aussi de la qualité du microbiote en fait. Oui. Est-ce que suffisamment de bonnes bactéries qui vont produire, des acides gras à chaîne courte qui permettent la stimulation justement des cellules qui produisent le mucus, certaines souches, de bactéries qui vont faire que j'ai une bonne qualité de mucus, et une muqueuse intestinale, avec des propriétés plutôt protectrices, anti-inflammatoires et avec une bonne immunité au niveau de la muqueuse, serait plus intéressant effectivement pour dégager des parasites, hein. Mmh. Oui. Professeur? Alors na oui, hem, je crois que Nadia a dit les choses essentielles. Je voudrais maintenant, c'est une spécialiste du candidat. Moi, c'est encore une question qui est encore, questionnable pour moi. Qu'est-ce qui vous fait dire que le candidat puis qui lui est un ça profite par contre, on le sait, Tout à fait, dans tout à fait. l'intestin, des muqueuses et cetera et sa présence est normale. Qu'est-ce qui nous fait dire que sa présence est anormale? Dans quelles circonstances? Pourquoi? Comment le savoir et comment le réguler? Bah, ça se rapproche un petit peu de la question des parasites, c'est-à-dire que, dans une certaine mesure, hein, quand on est dans une, situation asymptomatique, on va avoir du Candida albicans, mais qui ne pose pas de problème. Il va jouer son rôle aussi, hein. Il a un rôle, voilà, au niveau du traitement des déchets et cetera. Et puis quand ça devient pathogénique, c'est-à-dire quand on a des symptômes qui nous font penser à la candidose, comme on a des symptômes qui vont nous faire penser à la parasitose, alors à ce moment-là, c'est là qu'on va faire la recherche et c'est là que si on trouve effectivement, si on a, grâce aux outils, hein, qu'on utilise en biologie fonctionnelle, des résultats positifs ou sur la métagénomique, hein, il y a la possibilité, d'observer, une espèce bactérienne, un Prevotella copri, qui se nourrit en fait des métabolites, particulièrement l'arabinose, enfin uniquement l'arabinose, mais du Candida albicans. Si on voit que cette bactérie est explosée, et qu'on a la symptomatique qui va avec la candidose, alors là, on peut suspecter effectivement aussi qu'il y a la candidose et donc à ce moment-là, on va, traiter pour faire en sorte de diminuer cette population. Mais c'est vrai qu'il y a un parallèle entre la candidose et la parasitose pour moi, parce qu'une fois qu'on a, traité cette candidose, notre objectif, c'est que ça ne revienne pas. C'est comme un parasite, il peut très facilement reproliférer en fait, enfin se redévelopper et en fait, ce qui va empêcher la candidose finalement de revenir et de reproliférer, bah, pour nous, c'est d'avoir un microbiote qui fait son travail de défense en fait au niveau immunitaire et puis, un système immunitaire aussi qui fait son travail, qui est renforcé en fait, hein. Donc on ne peut pas travailler, correctement et durablement sur une candidose en utilisant que un traitement, antifongique, enfin nous on utilise des principes naturels, sans
s'assurer que derrière, le microbiote a bien récupéré, qu'on a récupéré un microbiote, sain et résilient et que le système immunitaire soit aussi renforcé. Sinon, Alors si on ne fait pas ça, on excusez-moi, qu'est-ce qui vous fait dire que la personne est envahie par du candida? Sur bah, quels ça va critères vous allez évoquer cela? alors sur quels critères? En fait, la problématique de la candidose et pourquoi elle n'est pas diagnostiquée, par les médecins, c'est parce que, comme le SIBO, les symptômes sont aspécifiques. On va avoir, des ballonnements, on va avoir, une perturbation du transit, mais ce qu'on peut avoir de plus, effectivement, ce sont des mycoses localisées. On peut avoir en plus de ces troubles digestifs, bon là, quand je dis candidose, je parle de candidose digestive en fait, hein, candidose intestinale. Mais en plus de ces troubles digestifs, eh bien, on va avoir d'autres symptômes, de mycose localisée, du muguet, une mycose vaginale, une mycose cutanée, persistante, des personnes qui ont des mycoses des ongles, des pieds, des orteils, persistants, et c'est là qu'on va suspecter une candidose. Ou alors des personnes et c'est ce qu'on apprend en études de naturopathie, des personnes en formation de naturopathie qui vont avoir des fringales. Des fringales, un peu comme je pense que pour les parasites, ça doit peut-être faire la même chose aussi, mais des fringales de sucre, puisque je sais que les parasites se nourrissent aussi, ont besoin de sucre pour se développer et donc ces fringales de sucré, de farineux, et cetera. C'est ça qui va nous mettre sur la piste et c'est là qu'on va, faire de la biologie fonctionnelle avec le test des métabolites organiques, urinaires, fongiques et éventuellement la métagénomique, indirectement. Mmh. Alors je voulais, dire Nadia, quand, les symptômes vous avez évoqués, vous avez dit, il peut y avoir des mycoses au niveau des orteils, mais c'est pas du tout du candida. On ne voit jamais de candida au niveau des orteils, c'est des dermatophytes. C'est d'autres familles qui ne touchent pas du tout l'intestin. Alors est-ce que vous voudriez dire qu'il y aurait une propension à abriter des familles de champignons, levures pour les candidats ou dermatophytes et que si on a des dermatophytes, c'est que probablement il y a des levures? C'était une première question et ensuite je vais vous poser une autre question. Et effectivement, on peut supposer que la personne, son système immunitaire n'est pas suffisamment, fort pour combattre toutes sortes de champignons, en fait. Ça peut être du Geotrichum, Candidum, également et c'est ça qui nous met sur la piste que, ah, il peut facilement être C'est intéressant envahi comme par, concept. des champignons. Ouais, quels qu'ils soient. J'y avais pas pensé, c'est intéressant comme concept. Mmh. Deuxième question, oui, quand une femme dit: «Je fais des mycoses vaginales», elle fait pas de mycose vaginale. Les vraies mycoses, c'est du candida, c'est une plaque Candida rouge. albicans, ouais, tout à fait. Candida Mmh. albicans, c'est une plaque rouge avec des dépôts de lait caillé, des petites pustules, c'est pas bien limité. Ça, c'est ça les candidoses. Mais quand une femme dit: «Je fais une mycose», c'est pas ça. Ça la gratte et elle a des écoulements. Voilà. C'est ça ce qu'elle appelle mycose et ça, c'est plutôt un signe de parasite. Alors peut-être vous allez me dire, ben, les parasites et les candidats sont là ensemble très fréquemment et vous avez raison, je pense. C'est Ils ce que sont là je me ensemble. dis, c'est ce que je me dis, tout à fait. C'est ce que je me dis par rapport à voilà, à ces histoires de système immunitaire, de dysbiose qui D'accord. vont de toute façon favoriser, d'autres proliférations, que ce soit des champignons ou des protéobactéries, enfin des bactéries, plutôt, pathogéniques inflammatoires, quoi. Mmh. D'accord. Et Mmh mh. et justement, est-ce que les 2, que ce soit les parasites ou le microbiote, on avait déjà abordé, avec Nadia, ce sujet, lors d'une précédente vidéo où j'avais abordé le sujet du microbiote au niveau de l'ADN qui était transmis de génération en génération. Est-ce que c'est la même chose en calquant, pareil avec les parasites ou pas du tout? Ta question, c'est est-ce que, on peut transmettre des parasites, Voilà, les via parasites comme, naissance, comme on voilà, oui, transmet le microbiote, en fait? voilà, tout à fait. Alors personnellement, je pense que les parasites ne s'attrapent pas au sein d'un foyer, elles ne se transmettent pas de façon génétique ou familiale. À mon avis, c'est la nourriture et qui nous apporte les parasites. Mais pour développer des parasites, il faut qu'il y ait un intestin malade. C'est ça qui, pour moi, est la chose fondamentale. Je trouve des parasites et c'est un peu nouveau parce que par le passé, non, je ne cherchais pas la pathologie, intestinale. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a la pathologie intestinale et d'ailleurs, au mois de janvier, dans 2 mois, je vais sortir un livre qui va être une assez, belle révélation
de ce qui se passe au niveau intestinal, justement dans toutes ces situations-là. Et on va comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Donc, et je pense que le candidat aussi nous amène à considérer qu'il y a une maladie intestinale. Et donc, si on va aller plus loin, on va traiter les parasites, on va traiter les candidats, le milieu dans lequel ils prolifèrent, mais également la maladie de la paroi intestinale. D'accord. Mais justement, par rapport au candidat, donc, à la microbiote, il transmet de génération en génération. Est-ce que peut-être à cause des parasites qui se peuvent, à cause de justement de cet ADN qui se transmet, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus atteintes par les parasites que d'autres à cause de ça peut-être? Alors, c'est vrai que moi, ça me fait penser que, on a des polymorphismes génétiques, comme je disais, donc avec Stéphane Résimon, qui, prédisposent à de la dysbiose chronique et des pathologies, donc de l'inflammation intestinale. Et donc si on considère que le microbiote aussi, qu'on peut effectivement transmettre, bah, de la mère à l'enfant, hein, finalement, si on transmet un microbiote dysbiotique plus on rajoute ces prédispositions, génétiques, hein, ces polymorphismes, alors effectivement, on va hériter, potentiellement d'un terrain plutôt inflammatoire au niveau intestinal, à cause de cette dysbiose et de ces facteurs, de prédisposition génétique qu'on transmet, en fait, finalement. Mmh. Professeur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on est sur des hypothèses et je ne sais pas si ça a été démontré, mais ça doit être mis sur le tapis, effectivement. Bah, oui, parce que, si on peut je suppose, vu que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau, donc forcément, il doit réguler un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur, aussi bien avec les parasites. Logiquement, si on est bien, on s'alimente bien et autres, logiquement, l'intestin doit, s'il fait bien son travail, il doit éliminer ces parasites et comme vous l'avez bien expliqué, actuellement avec la nourriture qu'on mange, c'est pas du tout le cas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement, Nadia, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer, notre microbiote? Donc je pense que les personnes sont intéressées de savoir comment faire pour améliorer notre microbiote Bah, et déjà la éviter après les parasites. Tout à fait. Oui, il faut entretenir effectivement la richesse de son microbiote, hein. Comme je l'ai dit, c'est important pour avoir une bonne, régulation immunitaire et avoir un statut anti-inflammatoire au niveau intestinal. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce qui peut déséquilibrer le microbiote, en fait. Déjà dans un premier temps, pour, justement prévenir ces facteurs-là, par exemple, les antibiothérapies, à répétition ou inutiles, le Oui, stress. Le stress est un grand, comment dire? Un facteur important de déséquilibre du microbiote, et c'est inflammatoire au niveau intestinal également. Et puis l'alimentation, voilà, quel type d'alimentation, j'apporte à mon microbiote, en fait. Et ensuite, effectivement, il y a des études qui ont montré que le sport, par exemple, était bénéfique, pour le microbiote, hein, permettait voilà, d'avoir une meilleure diversité, en tout cas de meilleures bactéries au niveau du microbiote. Et puis, au niveau de l'alimentation, il y a des aliments qui sont, connus pour être, riches en prébiotiques, qui vont nourrir en fait, nos bonnes bactéries, celles qui nous intéressent, qui font des acides gras courts qui protègent l'intestin, celles qui vont développer les bactéries, voilà, qui nous aident pour la digestion, pour l'immunité, qui vont nous aider à fabriquer les neurotransmetteurs. Heu, il faut être au courant de ces aliments aussi qui sont oui, microbiotiques en fait, pro-microbiote. Mmh. oui. Professeur? Rien de plus, rien de plus. Et professeur, la dernière fois, j'avais abordé la question, concernant, les parasites en expliquant en demandant, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Parce que je suppose que, heu, si on élimine des parasites, forcément, comme j'avais expliqué, il y a des bons parasites et des mauvais parasites Oui, et si on traite, ces mauvais parasites,
qu'est-ce qui dit qu'on va pas perturber ces bons parasites? Ah, vous avez raison. Heu, il faut se convaincre que l'on va traiter que s'il y a des symptômes perturbateurs. Donc on a, s'il y a des symptômes, c'est que l'individu est malade dans quelque chose. Donc, démangeaisons, urticaire, qui sont des pathologies certes pas très graves, mais qui peuvent quand même compromettre la qualité de vie. Donc il faut détruire. Heu On a vu effectivement, parfois des patients qui ne s'amélioraient ils s'amélioraient sur ce plan-là, mais voyaient apparaître d'autres troubles à la suite du traitement antiparasitaire et c'est quand même plutôt rare et c'est en général des patients qui ont autre chose et qui n'a pas été vu à ce moment-là. Donc bon, aujourd'hui également les traitements antiparasitaires médicamenteux sont des traitements assez ciblés qui, pénètrent pas, presque pas à travers la barrière et qui vont aller dans l'intestin, aller détruire les parasites. Donc on n'a pas de grand danger, mais je suis sûr qu'ils font également beaucoup de razzia sur les microbiotes bactériens, c'est évident. Mmh. Alors La question qui se pose, ce serait de savoir est-ce qu'il faudrait réensemencer après un traitement antiparasitaire par des probiotiques, par exemple? oui, et peut-être est-ce que, c'est peut-être envisagé, mettons qu'on traite un parasite, mais malheureusement, on va peut-être détruire un parasite qui est mauvais. Est-ce qu'il existe quelque chose pour combler cette perte, pour, comment dire? Redonner ces parasites qui étaient bénéfiques ou tout simplement si c'est éliminé, bah, il y a plus rien à faire? Non, ne vous inquiétez pas, les parasites, ils reviennent. On en a plein l'alimentation. On a sur les feuilles de salade, on a sur les légumes, on en a partout des parasites. Les animaux nous en amènent. Donc là-dessus, on a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Ne OK. ne vous inquiétez pas, ils reviennent très On sera jamais en manque. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, c'est mais ça qu'il faut traiter tous les 6 mois. Parce que quand on dit le parasite, d'ailleurs, c'est rarement le parasite. Ça peut arriver avec le ver solitaire ou quelques ascaris, où il y a comme c'est des grandes pièces, des vers qui font comme ça, on imagine qu'il y en a pas 1000. Mais pour les petits vers on a pensé qu'il y en avait 5000. Vous vous rendez compte? 5000 sur toute la paroi de l'intestin grêle en général. Bon, donc ça se réensemence très, très vite, là, il y a aucun problème. vous savez, moi, quand je j'aime bien parler des parasites, puis même au niveau du microbiote, ça me fait penser, à la forêt amazonienne Mmh mh. et justement, est-ce que vous avez constaté, ou il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, heu, qu'on a perdu vraiment comme le microbiote, depuis 50 ans? Est-ce qu'on a perdu vraiment, des parasites qui étaient bénéfiques avec tout ce qu'on mange actuellement et autres? Est-ce qu'on a vraiment perdu les vraiment, ces parasites qui étaient chez nous, aussi bien pour le microbiote? Ah, il est possible qu'il y ait des autant on perd des animaux, je crois que la moitié de la population, ou des variétés animales a disparu dans notre siècle, les 50 dernières années, c'est catastrophique. Des animaux qu'on ne verra plus. Il est possible que des variétés de vers, existaient par le passé et qu'on ne les voit plus aujourd'hui, Mmh. liées à l'évolution malheureusement des espèces et c'est comme ça, donc c'est un éternel recommencement. On a vu qu'il y avait de nouveaux animaux qui réapparaissaient, qu'on n'avait jamais vus, dont on n'avait jamais entendu parler. Donc il y a un cycle perpétuel, on va dire. Nadia? Mmh. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord, effectivement, sur les bactéries, bon, on constate, hein, de la disparition de certaines espèces, comme je disais Oxalobacter, hein, qui est de moins en moins présent, dans les microbiotes. Mais, alors il y a beaucoup de bactéries qu'on ne connaît pas encore, hein, qu'on n'a pas encore identifiées ou qu'on a identifiées, mais on ne sait pas encore à quoi elles servent, quelle est leur fonction au sein du microbiote. Mais on en découvre aussi des nouvelles, des bactéries. Donc je Mmh. pense que et pour nous, on considère que, s'il y a pas de maladie, il y a pas de symptômes comme avec des bactéries, comme, Salmonella ou, Shigella, on considère que c'est plutôt bénéfique
surtout dans des populations plus rurales, hein, où, l'alimentation est plus diversifiée, plus riche, et moins, aseptisée, on va dire, et plus nutritive. Plus il y a une diversité microbienne, et moins il y a de pathologies comme nous on a des pathologies, des maladies, de civilisation en fait, hein, tout ce qui est, allergies, asthme et cetera, des maladies très spécifiques, de des civilisations, modernes, quoi. Mmh. Professeur, pourquoi certaines personnes sont aimantées par les parasites? Pourquoi certaines personnes sont, pardon? Aimantées par les parasites. Qu'est-ce que vous appelez aimanté? Aimanté, attire. Attire les parasites? Oui, Ah ben, c'est en fait, c'est simple d'après ma théorie. Si vous avez un intestin qui est, normal, il est pas gluant, il est pas collant, il est pas suintant. Vous avalez des parasites, ils vont glisser et ils vont se retrouver dans les toilettes, ils vont partir avec la matière fécale. On pourrait même en voir à mon avis. De voir des parasites dans les selles n'est pas inquiétant, parce que ça veut peut-être dire qu'au contraire, vous avez un intestin de bonne qualité. En revanche, sauf si c'est au moment où on va les tuer. En revanche, si votre intestin est suintant parce que vous avez une maladie de Crohn ou parce que vous avez une maladie, cœliaque, par exemple, eh bien, la muqueuse va coller, va retenir les parasites qui vont rester et qui vont rester au chaud là et qui vont, se nourrir de la muqueuse. Donc c'est plus ça qui retient les parasites. En d'accord, revanche, les parasites attirent quelque chose et qu'est-ce qu'ils attirent? Les piqûres de moustiques. C'est incroyable, d'ailleurs de l'observation clinique qui me permet de dire ça. Quelqu'un qui a des parasites va attirer les punaises de lit, par exemple. Dans le même lit, 2 personnes, l'une va être piquée, l'autre va pas être piquée. Et si on regarde bien la biologie de l'un et de l'autre, l'un, celui qui a été piqué, avait des pics d'éosinophiles toute sa vie, donc probablement a des parasites et c'est celui-là qui va être piqué. Donc il y a des choses qui doivent attirer notre attention comme cela. Piqûre de parasites, attention, vous êtes envahi par des parasites. Piqûre de moustiques, voilà. d'accord, et justement quand vous parlez que au niveau de l'intestin, au niveau des muqueuses, des parasites, mais est-ce que, ces parasites peuvent, se balader en dehors des intestins? Ah oui, ah ça c'est une grande découverte, qui a été pour moi, pour n'importe qui s'est intéressé à ça. Quand on pense que les ascaris se promènent, quittent l'intestin en tant que vers pour aller monter dans les poumons, je me demande bien comment. Alors par les veines, peut-être la veine porte, le foie, ensuite les veines hépatiques et cetera. Et va remonter dans les poumons pour sortir par la trachée et sortir dans la bouche pour ensuite redescendre dans le l'œsophage. Ça, c'est le circuit classique d'un parasite. Rendez-vous compte, un parasite qu'on appelle un nématode, un ver rond. C'est assez étonnant et donc il y a des personnes qui vont, découvrir le parasite dans la bouche. Par exemple, la nuit, le parasite est un peu perdu, il n'arrive plus à trouver l'œsophage, il va essayer de sortir de la bouche. Une jeune fille, vu le parasite sortir par ses fausses nasales et saigner du nez, sa maman est venue et en lui faisant moucher: «Mais tu saignes beaucoup, il y a des mucus, qu'est-ce qui se passe?» Et paf, on voit le parasite Microscarpis qui était là. Étonnant, hein? Et puis Ouais, d'autres parasites qui sont des larves de Toxocaracanie, c'est larves de toxocarose, qui elles vont diffuser dans le sang et aller se balader partout, donc dans le cerveau, dans les yeux, donnant parfois des tumeurs au fond de l'œil, dans le cerveau pour donner de l'épilepsie, dans les poumons donnant des réactions asthmatiformes et cetera. Ça, il faut connaître la vie de ces parasites parce que ça conditionne les manifestations cliniques. Ce que ne font pas les bactéries de l'intestin, hein. Elles vont pas se battre, Mmh. heureusement. et est-ce que, ce que vous venez de tout décrire là, est-ce que c'est facile à traiter ou pas du tout? C'est facile à traiter? Oui, Ah oui, oui, on a heureusement des médicaments, mais de moins en moins. Pourquoi? Parce que les laboratoires suppriment ces médicaments, considérant qu'ils n'en vendent pas assez. Donc il y a des bons médicaments
tuer les ténias, pour tuer, les ascaris, pour tuer ceci. Mais aujourd'hui, du coup, on est limité, il ne reste plus que quelques molécules. Les autres molécules ont disparu. Je pense à une molécule qui s'appelle l'otésine, qui était la molécule qu'on utilisait lorsque j'étais à l'hôpital pour traiter les toxocaroses, cette maladie qui provient d'un ascaris du chien, ascaris qui ne peut pas grandir dans notre intestin, mais qui va rester au stade de larve. Bien, ces larves vont passer. Bien, nous traitions à l'époque par notésine et aujourd'hui, notésine a disparu. Donc, nous devons traiter par ivermectine. Nous devons donc traiter par des médicaments qui, au départ, n'étaient pas faits pour ça. Mmh. Et qui OK. sont moins spécifiques alors du coup et Certainement, il y a peut-être, des médicaments qui causer étaient plus très de spécifiques, de la douve, du ténia, et cetera. Aujourd'hui, on va utiliser la même molécule praziquantel pour les ténias, pour les douves, pour les bilharzioses. Vous voyez? Donc, il y a moins de spécificité. Donc on mmh tape plus large et c'est pas forcément bon. mh. Mmh. Ouais, c'est Heu, inquiétant. je vais vous donner l'histoire d'une de mes patientes, une femme, remarquable, pianiste, concertiste, une dame donc qui fait des concerts dans le monde entier. Elle a un problème intestinal, elle vient me voir en général au même pour ça, on a mal au ventre, ballonnement et dans mon interrogatoire, je découvre des démangeaisons dans les cheveux, dans les oreilles, les fameuses fausses cystites, fausses mycoses et cetera. Donc une personne a des parasites que je traite, tous les symptômes de démangeaison disparaissent, elle va mieux. Elle a une maladie de l'intestin qui est liée qui est une MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une forme de maladie de Crohn en quelque sorte, qu'on traite par des médicaments de la maladie de Crohn. Elle va mieux, elle est contente, mais quand même, elle garde une douleur à droite, une pesanteur du côté droit et elle revient sans cesse me dire: «Le médicament, on a beau augmenter la dose, ça ne marche pas». Et là, on reprend l'interrogatoire, je lui dis: «Mais vous avez voyagé dans des pays étrangers?» Elle me dit: «Oui, il y a 30 ans, je suis allée, au Togo». Et là, je me dis: «Il y a un parasite supplémentaire qu'on a oublié, qui nous a échappé». Lequel pouvait être? Je suis parti sur un ténia. J'ai prescrit le praziquantel et le lendemain, cette jeune femme m'appelle en me disant: «Mais c'est incroyable, mon brouillard mental a disparu, je joue mes morceaux de façon spectaculairement plus beau, je les apprends plus facilement» et cetera. C'est un parasite qui était un ténia, qui a transformé la vie de cette personne au moment où on a traité le ténia. Donc parfois, on va être obligé de faire des hypothèses et aujourd'hui, j'évoque de plus en plus le ténia dans nos consultations, ne serait-ce que les gens qui ont des maladies auto-immunes, par exemple, la pelade, vous savez, ces plaques où on a plus de cheveux dans les cheveux. Les anciens disaient, dans les livres anciens, chercher une épine irritative, c'est-à-dire un foyer infectieux. Alors, ça pouvait être des foyers dentaires, des petits, granulomes apicaux sur les dents. Ça pouvait être un foyer de sinusite chronique, mais aussi il y a des foyers de parasites et parmi ces parasites, il y a des ténias. C'est ainsi que j'ai pu traiter 2 personnes qui avaient une pelade avec des plaques, où elles perdaient leurs cheveux depuis des mois et des mois, en traitant le ténia. Alors, je me suis souvenu d'une méthode diagnostique que j'avais utilisée à l'époque et qui m'avait un peu échappé, c'est le Scotch test. Vous savez, on utilise une Scotch test pour chercher les obscurs habituellement. On met un morceau de scotch et ça pour les naturopathes, je pense c'est intéressant, un morceau de scotch sur la nuit, 18 ans le soir et dans la nuit, des vers ou des peuvent venir au contact du scotch et s'y coller et le lendemain, on va coller le papier collant sur une lame de verre et regarder ça au microscope. Eh bien, c'est ainsi qu'on a pu trouver des petits anneaux de ténia collés sur le scotch et ça permet de faire le diagnostic. Mmh. Mmh. Ça, c'est intéressant. Parce que le ténia, c'est ce qu'il y a de plus difficile à diagnostiquer. Il y a pas de prise de sang, Mmh. vous voyez? On a rien. S'il est pas suffisamment grand pour qu'on puisse, le détecter dans les selles, On le mmh. voit, parfait, mais on le voit pas. On peut voir des petits morceaux, des petits anneaux comme on appelle, qui ressemblent à des pâtes blanches. Donc là, oui, mais il est rare qu'on ait prélevé pour l'envoyer au labo pour Mmh. regarder au microscope. Ouais, Donc on est obligé on dit: «Est-ce que c'est les restes du repas de midi ou est-ce que c'est le parasite, quoi?» c'est ça. Mmh. Mmh, mmh, mmh.
Et professeur, justement, est-ce que le diagnostic ou le matériel qu'on a actuellement, est-ce qu'il est à la pointe par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on analyse au microscope et autres? Est-ce qu'on est à la pointe par rapport au matériel ou pas du tout? Oui, alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, en tout cas, c'est une bonne chose. J'ai vu que la Société française de parasitologie avait fait un article sur la façon de chercher des parasites dans les selles. Heu, Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas dans les selles qu'il faut les chercher, c'est dans l'intestin. Les parasites n'ont qu'une intention de vivre dans des matières fécales. Je ne connais pas d'être vivant qui va se réjouir de vivre dans des matières fécales. C'est vrai que comme les matières fécales raclent toute la paroi, ils peuvent emporter avec eux des parasites qui sont collés sur la paroi. L'idéal serait de pouvoir aller avec une petite sonde dans l'intestin grêle et pas seulement dans le côlon, pour aller gratter la paroi et ramener des parasites. Bon, ils ont néanmoins ils ont fait un article là-dessus, ils se sont interrogés comment faire, le diagnostic de parasites et donc il y a les examens directs et les examens de sel. C'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est un peu difficile, c'est fastidieux et cetera et puis il y a les nouvelles méthodes qu'on appelle PCR. PCR, on va rechercher du matériel génétique du parasite et ça, je n'ai pas encore eu le temps de lire l'article à fond et je vais le faire maintenant dès que j'ai terminé mon livre dont je vous parlais sur les ça. Je vais lire leur article parce que c'est très intéressant de savoir si c'est possible par méthode PCR de diagnostiquer un ténia dans l'intestin. À mon avis, ça doit avoir un coût également. Donc, on en saura plus j'en saurai plus moi-même dans quelques jours. Mais il y a Et déjà des, en métagénomique, où on étudie, justement l'ADN bactérien, sur du shotgun, du, whole genome sequencing, ils ont aussi des références pour, l'ADN, des parasites. Donc il y a certaines, entreprises qui font du shotgun métagénomique, qui peuvent effectivement identifier de l'ADN de parasites, de certains parasites. Ça Alors se ma fait. question, Mmh. est-ce que c'est une détection globale et on va chercher tout type de parasite ou est-ce qu'il faut cibler? Je veux savoir si mon malade a un ascaris, je veux savoir s'il a un trichocéphale. Voilà, la question est ça et combien ça coûte et est-ce que c'est remboursé? Alors, je crois qu'on est autour des 500, entre les 350 et 500 €, pour du shotgun, parce que là, c'est beaucoup plus complet que si on fait que du bactérien. Et après, alors sur du PCR, sur du qPCR, il me semble que il faut spécifier effectivement ce qu'on va rechercher. Mais sur du shotgun, je pense que, c'est assez large, il me semble. Oui Il et me vous semble. voyez, c'est quand même, c'est coûteux. oui, Toutes C'est les coûteux. personnes n'ont pas les C'est moyens coûteux. de mettre 500 €. C'est vraiment autour de 500 €, ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc on fait souvent des tests thérapeutiques, on va traiter. Le rapport bénéfice-risque du médicament est intéressant, les risques sont très faibles, le bénéfice attendu est élevé, donc on va plutôt proposer aux patients un test, diagnostic thérapeutique. Mmh. Il sera Mmh mh. diagnostique puisque si les symptômes disparaissent, c'est qu'on a visé C'est ça. le bon Ouais, cas. mmh, pas mmh. empirer. Mmh. Et nous, on Alors, utilise en mmh, naturopathie, donc on a toujours fait, hein, des cures antiparasitaires puisque c'est vraiment des remèdes, vraiment, ancestraux. Et nous, on utilise des plantes. Alors peut-être, professeur, que vous connaissez, hein, mais à l'époque, c'était l'absinthe et on utilise toujours l'absinthe, le noyer, la noix, les graines de courge, l'ail, on utilise toujours, nous, ces principes, antiparasitaires, et on sait que, en tout cas sur ces principes naturels-là, sur ces plantes-là, l'impact, on va dire, sur le microbiote, parce que nous, ce qui nous préoccupe quand même, par rapport au traitement médicamenteux, c'est l'impact sur le microbiote. Mais on sait qu'avec ces principes naturels-là, on a vraiment un moindre impact, sur le microbiote. Si s'il y en a un, il est assez transitoire, en fait. d'accord. Et justement, tu as abordé le sujet de l'ail. Heu, Tu pourrais donner une recette justement avec l'ail, simple? Alors manger de l'ail, une 3 gousses d'ail par jour, si on le tolère bien et si on n'a pas de SIBO. Je sais que nous, on aime bien l'ail, donc on en mange vraiment, même dans ce but-là aussi, on mange de l'ail cru.
sans problème. Mais sinon, on utilise des préparations, nous, hein. On utilise des Oui, préparations de il y a de beaucoup, laboratoire, il y a des ouais. graines de courge, il y a beaucoup de choses, il y a les choux, les brocolis, les choux de Bruxelles, il y a beaucoup de choses, en naturopathie et d'ailleurs les naturopathes, c'est vrai, se sont occupés des parasites bien avant les médecins, je crois, hein, donc Oui, tout à fait, Oui. ça a toujours été beaucoup, ouais, beaucoup de dommages à ce sujet. Je voulais vous parler, si vous êtes d'accord, du SIBO, parce que le SIBO, c'est quelque Thibaut, ouais. chose qui est revendiqué par les patients, qui veulent absolument qu'on parle de ça, alors que d'avoir des bactéries et d'avoir des gaz, ben, c'est normal dans une entéropathie. Bon, alors pourquoi s'acharne-t-on à vouloir dire, revendiquer qu'on a des bactéries et qu'on a des gaz, nauséabonds? Qu'est-ce qui se passe avec le SIBO? Si vous voulez pas m'en parler. Mais alors, en fait, le SIBO, oui, c'est tout à fait normal d'avoir des gaz et je le dis à tous mes consultants, bah, c'est normal d'avoir des gaz. Tous les jours, on va avoir même une dizaine de gaz. Mais après, est-ce que, en dehors de cette quantité normale, parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir des quantités vraiment handicapantes toute la journée et par rapport au SIBO, ce qui est surtout gênant, parce que là, on est sur les gaz, on va dire, de fermentation colique, mais dans le SIBO, ce qui est très gênant pour ces personnes-là, c'est que c'est des gaz qui vont se situer bien plus haut au niveau de l'intestin, donc dans l'intestin grêle, et ces gaz-là ne peuvent pas sortir ni par en haut ni par en bas. Et comme ils ne peuvent pas sortir, et si on a justement cette prolifération excessive de bactéries à ce niveau-là, qui produisent ces gaz hydrogènes, par exemple, ben la quantité va augmenter, 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 mais ne va pas sortir et c'est là que ça va créer de la distension abdominale, des douleurs, les ventres de femmes enceintes, même chez les hommes, alors que la personne n'est pas enceinte et c'est ça qui est problématique dans le SIBO, en fait. Voilà, D'accord. et pas tant les gaz qu'on va pouvoir éliminer, qui sont plutôt naturels, c'est vraiment l'excès, en fait, l'excès de ces Le gaz qui est SIBO produit est par des excès de encore, bactéries. vous savez, le SIBO est encore discuté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on cherche des articles scientifiques, on nous dit que c'est encore une situation qui est discutée. On se demande si c'est pas l'histoire d'avoir fait un bel acronyme pour parler d'une situation assez banale au sein des entéropathies. Qu'est-ce que vous en pensez? La façon dont vous le décrivez, à mon avis, il y a de l'intérêt de le différencier, mais Ouais. Ouais, bah, c'est pareil, hein, en fait, finalement, le cibole est étudié depuis 15-20 ans, donc par, notamment, l'équipe du docteur, Pimentel, et c'est ça qui a permis, au bout de 15 ans, d'intégrer le SIBO dans l'ICD, donc le dictionnaire, le répertoire international des maladies, là, en 2023, il me semble, 2024, donc c'est tout récent et ça a été intégré en sous-catégorie des syndromes de l'intestin irritable, du syndrome de l'intestin irritable. Donc cette reconnaissance, elle est récente, mais finalement, avec toutes ces années d'études et de publications et puis aussi, ben, à côté de ça, bah, des praticiens, des médecins fonctionnels, des naturopathes qui se sont, comment dire? Intéressés au sujet et qui ont du coup, bah, traité, accompagné des personnes et qui ont vu qu'effectivement, en traitant ce SIBO, bah, les personnes étaient soulagées, en fait. Là où finalement on leur avait dit que c'était un syndrome de l'intestin irritable, mais que leurs symptômes étaient toujours présents malgré les probiotiques, et cetera. Donc ça apporte quand même, une réponse en termes de soulagement et de «guérison» entre guillemets, quoi. alors Mmh. vous avez un traitement naturopathique pour le SIBO? Tout à fait, tout à fait. Alors il y a aussi un traitement médicamenteux, hein, puisque dans les publications scientifiques, chez les Américains, c'est la rifaximin, hein, qui est étudiée comme étant efficace et il y a encore une étude en cours, hein, comme on a vu lors du congrès microbiome, que le docteur Pimentel nous a indiqué avec, l'utilisation de l'ANAC pour, bah, travailler un petit peu sur ce mucus justement et améliorer l'efficacité de la rifaximin. Il y avait déjà une étude qui parlait de la bile des sels biliaires qui permettaient aussi d'augmenter l'efficacité de la rifaximin. Donc ça, c'est le traitement médicamenteux pour le SIBO et nous, en naturopathie, en principes naturels qui sont aussi utilisés par les médecins, bah, par le docteur Jacobi ou le docteur Sideker qui était là aussi, au congrès microbiome. On va utiliser des principes antimicrobiens, qui peuvent être spécifiques aussi si jamais on fait une métagénomique et qu'on peut identifier aussi certaines bactéries qui vont être efficaces effectivement pour le SIBO. Mmh. D'accord, super, merci. OK. Hem, professeur, comment créer une collaboration entre, médecine moderne et une approche fonctionnelle pour mieux comprendre les parasitoses?
Et puis pareil aussi une approche avec, les thérapeutes et les autres, spécialistes, dans ce domaine, dans différents domaines. Moi, j'ai l'impression, parce que je suis rentré dans la médecine fonctionnelle, qu'on appelle aussi intégrative, comme monsieur Jourdain, sans savoir que je faisais c'est de la médecine intégrative. Pour moi, je faisais de la médecine en cherchant dans les antécédents du patient, en cherchant dans son histoire, dans les médicaments qu'il prend, dans sa vie personnelle et en fait, je ne posais pas un diagnostic sur des critères, qu'on voyait dans les livres de médecine, sur 4 ou 5 critères, mais sur un ensemble de choses, sur une histoire clinique et cetera, les antécédents familiaux et ça, c'était mes critères. Et donc, le jour où j'ai été appelé aux États-Unis, c'était il y a 2 ans, au mois de septembre, on me demande de faire une communication de médecine intégrative au congrès des dermatologues de médecine intégrative qui s'appelle Learn Skin à Dallas. Et ben, pourquoi vous venez me chercher moi? Et il me dit: «Mais on vous a identifié comme étant le médecin dermatologue qui faisait le plus de médecine intégrative en Europe», voyant les échanges dans les réseaux sociaux et cetera. Donc je suis allé avec mes cas particuliers et là-bas, ça a été un succès incroyable. Médecine intégrative. Alors qu'est-ce qu'il y avait, par exemple? Pour vous montrer l'intérêt. Cette médecine intégrative, elle permet de sauver des gens à qui on n'aurait jamais fait de diagnostic. Une petite grand-mère a les joues rouges. Bon, elle les joues lui brûlent. Elle brûle les joues. Elle a mal, c'est terrible, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et elle voit des dermatologues. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des crèmes pour la rougeur. Mais c'est pas la rougeur qui gêne, c'est les brûlures. Vous voyez, déjà le médecin, il est allé là où c'était facile. Il dit: «C'est rouge, je mets une crème pour la rougeur et au revoir merci». Non, il aurait dû s'intéresser aux rougeurs. Ensuite, elle va voir un médecin qui fait du laser et lui, bah, c'est rouge, il va brûler et la dame, elle a toujours mal, elle s'est brûlée et donc en regardant cette petite dame qui venait pour les joues, c'est pas les joues qu'il faut regarder. Quand il y a une fuite d'eau chez vous, c'est pas la flaque d'eau qu'il faut regarder. Faut monter sur le toit, faut regarder derrière le radiateur quand il y a une fuite. C'est ça qu'il faut faire. Ben, moi, en médecine, c'est ce que je fais. Ben, cette petite grand-mère, je l'ai fait marcher parce que quand elle est arrivée, je l'ai vue marcher à petits pas et puis j'ai remarqué qu'elle ne clignait pas des yeux en face de moi. Elle était le visage figé. Je me suis approché d'elle et j'ai fait le geste du poignet de froment pour voir si elle avait pas une maladie de Parkinson. Elle avait une maladie de Parkinson. Eh bien, dans la maladie de Parkinson, ça m'a rappelé qu'il y a des bouts rouges et des brûlures sur le visage, que tout le monde avait bien entendu oublié, peut-être moi y compris. Mais c'est parce que je suis allé voir qu'elle n'avait pas qu'est-ce qu'elle avait comme problème de santé que j'ai trouvé la cause de ces problèmes de brûlures. C'est ça la vraie médecine intégrative. Faut pas se dire: «Les joues rouges, qu'est-ce qu'on fait?» Parce que là, on trouvera jamais la toxocarose, on trouvera jamais l'Hélicobacter pylori qui donne la joue rouge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve comme joue? Parce que tant que personne n'aura décrit le cas, donc voilà, c'est prendre en charge la maladie d'une façon. C'est ça la vraie médecine intégrative. Quelqu'un qui a une plaie, par exemple, et ça, j'ai énormément récupéré de gens qui ont des plaies aux jambes. Ils sont traités au centre des plaies. Qu'est-ce qu'on fait? On dit ulcère veineux. Plaie égale ulcère veineux. Mais non! Il y a plein de plaies de causes multiples et la plupart des plaies, ça vient d'une maladie de l'intestin. Une maladie de Crohn de l'intestin qui fait pas mal. Il y a pas de diarrhée, il y a pas de poids, il y a rien du tout, mais il y a les ulcères douloureux qui commencent avec et cetera. Eh bien, il suffit de bien questionner. Est-ce que de temps en temps, vous avez pas des spasmes? Ah oui. Vous avez pas des glaires? Ah oui. Vous avez des aphtes? Ah oui. Ces petits signes-là vous permettent de dire que le maladie de Crohn, quelques examens biologiques, une coloscopie sera normale une fois sur 2, donc ça se discute de le faire s'il y a des risques de perforation et donc on peut très bien faire un diagnostic de MICI, maladie inflammatoire de l'intestin, sans faire de coloscopie puisque la coloscopie risquerait d'être normale. Eh bien, vous traitez cette maladie inflammatoire, vous voyez les plaies qui disparaissent. C'est vraiment ça la médecine intégrative. Par contre, quand on regarde que la plaie, on est focalisé sur la plaie et on met des pansements, des gras, des pansements. Tu sais, les laboratoires qui font des pansements, les hydrocolloïdes, ils ont fait du beurre sur des plaies qui n'auraient jamais dû être traitées par ce type de pansement. Mmh. Mmh. Et c'est incroyable. Ouais. C'est ça, c'est le problème, c'est que la médecine actuelle, c'est une médecine, symptomatique qui ne s'attache qu'aux symptômes et pas aux causes des Très cher symptômes. et on nous propose une médecine, semble-t-il, d'après les informations que j'ai eues,
où le médecin n'aurait pas le droit de voir le malade plus de 10 minutes. Plus de 10 minutes. Donc ça va être: «Vous avez la diarrhée, on va vous donner de l'Imodium, point, c'est tout, au revoir, merci». Jamais on ne fera de diagnostic de maladies infectieuses, de l'intestin, de maladies de Crohn et cetera. C'est quand même assez dramatique. Ouais. Mmh mh. Nadia, est-ce que tu pourrais nous parler aussi parce que, tu collabores avec des médecins traditionnels. Mmh Est-ce mh. que tu pourrais nous expliquer comment ça s'est fait? Et puis justement, si il y avait d'autres thérapeutes qui seraient, suivre cet exemple, quels conseils tu pourrais donner? Alors, ça, c'est le parti que moi j'ai pris parce que je suis militante, de base, depuis toujours. J'étais militante écologique, je suis militante et pour moi, c'est un acte de militantisme que de dire que la sécurité sociale devrait prendre en charge, les actes de biologie fonctionnelle et de biologie de prévention. Parce que comme je l'avais dit avec, Stéphane Résimon, si, on s'attache à vraiment travailler sur le terrain de la personne, et qu'on la prend en charge le plus tôt possible, le plus précocement possible, ça lui évitera d'avoir des maladies potentiellement beaucoup plus graves, des affections de longue durée qui vont coûter beaucoup plus cher à la sécu parce qu'on va les mettre sous des médicaments qui coûtent très cher, notamment les traitements pour le cancer, c'est extrêmement cher. Si on peut éviter que ces personnes arrivent dans ces états pathologiques où elles seront obligées, compte tenu de l'état qui a empiré parce on s'en est pas occupé avant, qu'on n'a pas fait de prévention avant, ça coûterait beaucoup moins cher à la sécu. C'est ce qu'on disait avec Stéphane Résimon la dernière. Donc pour moi, c'est un acte vraiment, de militantisme de se dire: «Pour moi, la sécurité sociale devrait participer, à cet effort que font de toute façon principalement à 80 90 du budget le patient lui-même». Parce que quand ils viennent nous consulter, ils savent qu'ils vont faire des analyses comme la métagénomique, bah, qui sont pas prises en charge. Ils vont acheter des compléments alimentaires, ils vont acheter du bio là où ils mangeaient pas du bio, donc ça coûte un petit peu plus cher. Ils savent qu'ils vont de toute façon mettre la main au portefeuille, mais c'est pour leur santé. Donc et cette partie-là, c'est beaucoup plus important que voilà, par rapport à ce que la sécurité sociale pourrait, participer dans cette démarche-là. Le 90 de l'impact financier, il est pour le patient, mais il veut s'en sortir et il coûtera beaucoup moins cher, en faisant ça, à la sécurité sociale. Donc partant de là, je me suis dit: «Eh bien, si je peux travailler avec des médecins qui comprennent cette démarche-là et puis qui sont, ouverts à aider leurs patients pour, trouver, améliorer leur situation, améliorer leur terrain, autant faire un maximum de bilans, grâce aux médecins et puis après dans tous les cas, il y aura toujours des bilans qui ne sont pas remboursés par la sécu, comme la vitamine D, hein. Pourtant c'est une vitamine, on sait qu'elle est ultra importante pour l'immunité, pour la santé intestinale, c'est une hormone en fait, hein, et puis la métagénomique. Alors moi, comme je travaille spécifiquement sur le microbiote, je suis amenée de toute façon à recommander toujours ce test de la métagénomique qui coûte à peu près 200 €, et donc là, ça fait quand même un certain budget, mais si on peut déjà alléger un petit peu et puis avoir aussi l'accompagnement d'un médecin qui lui pourra peut-être faire des diagnostics, hein, comme disait, professeur Imbert, bah, il y a des choses, que le médecin est formé pour faire des diagnostics et si, grâce à lui, on peut aussi aller plus loin et qu'il y a des choses qu'il peut diagnostiquer, des pathologies, voilà, des MICI qu'il peut diagnostiquer et que nous derrière, on pourra, accompagner avec nos outils en fonctionnel et en naturopathie. C'est tout est, dans l'intérêt et dans les bénéfices du patient finalement de travailler comme ça, main dans la main avec, des médecins. Donc c'est vrai que j'encourage les praticiens, les naturopathes à s'ils peuvent trouver des médecins qui les aideraient aussi à travailler de cette manière-là, en fait. Mmh. Ah, je On je gagnerait du partage temps. tout à fait ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord et là, ça serait vraiment dans l'intérêt du malade d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Mmh. Le naturopathe a des fonctions tout à fait particulières d'analyse, d'investigation, de connaissance de la physiologie et après le traitement d'une maladie par des médicaments, le rôle du naturopathe, ça va être de rééquilibrer la situation de santé pour que justement la maladie ne revienne pas et Et donc l'éducation à la santé aussi, l'hygiène de vie, alimentation, tout ce qui va permettre à la personne de perdurer dans cet état. exactement. Savez-vous que, par exemple, quelqu'un qui a des brûlures, bon, d'estomac, le médecin découvre un Helicobacter pylori. Bon, il va le traiter probablement parce que
ce microbe peut donner le cancer de l'estomac. Bon. On traite et après, au revoir, merci. C'est-à-dire, c'est fini, c'est comme si on avait traité une angine. Mais non, cette bactérie, elle signifie qu'il y a une maladie de l'intestin. L'intestin, hein, c'est quelque chose qui part de la bouche à l'anus, hein. Donc il y a une maladie des muqueuses, mais personne ne s'en occupe. Et donc on attendra qu'il y ait une perforation du côlon un jour, on attendra qu'il y ait une pancréatite qui sera révélatrice d'une maladie de Crohn. Bref, on attendra quelque chose alors que cette présence d'hélicobactères, ça a été encore discuté, mais quand même, il y a quand même beaucoup plus de preuves pour montrer que c'est l'expression souvent d'une mycite qui est déjà là. Donc voilà aussi comment les médecins devraient travailler, Mmh. heu, pour, ne pas prendre une situation pour elle-même, la traiter et puis ne pas voir ce qu'il y a derrière. Entièrement d'accord. Nadia, si tu devais décrire de zéro la manière dont la santé occidentale aborde le microbiote et parasites, quelle serait, ta première mesure? Et après je poserai la même question au professeur. La première mesure, bah, c'est le pour moi, c'est toujours l'alimentation, hein. C'est nos petites bactéries, qui nous protègent, qui ont vraiment un rôle, prépondérant dans notre santé. Il faut les nourrir, en fait, hein. Donc si on n'a pas une alimentation adaptée et comme je disais, plus on diversifie notre alimentation, plus on va diversifier, on va augmenter une bonne diversité microbienne au sein de notre microbiote et plus on va participer à un état de résilience et à un état de santé, en fait. Mmh. Donc dans un premier temps, choisir ce que l'on donne à nourrir à nos bactéries, protectrices. Yes. Professeur? Alors bon, comme vous avez parlé de l'alimentation et vous avez raison, Hippocrate disait: «Le premier médicament est dans l'assiette, dans l'alimentation». C'est ça. Puisque vous avez parlé aussi du deuxième cerveau, moi je vais parler du premier cerveau. Il faut faire en sorte que le malade ait une vie, psychique qui soit bonne, agréable, avec une qualité de vie. Parce que la souffrance morale, les chocs psychiques, les événements douloureux de la vie, qu'on appelle les life side events, sont souvent à l'origine de perte de qualité de vie et de maladies dépressives qui vont conduire ensuite à des maladies. Tapez juste dans PubMed, dépression et cancer. Il y a 40 000 publications, rendez-vous compte. La dépression dans le cancer, et cetera, et cetera. Donc, il faut qu'on s'occupe de nos patients qui ont une souffrance morale. Alors, on a des outils diagnostiques, je ne sais pas comment pour les naturopathes, mais nous, les médecins, on a les tests de Hamilton, tests de Beck, les questionnaires qui permettent de voir, mais il y a surtout la discussion avec le patient pour savoir s'il y a une souffrance morale et ensuite il y a effectivement l'approche thérapeutique et là, il y a encore des débats et je sais que les naturopathes ne sont pas trop favorables aux médicaments sérotoninergiques. Bref, néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est quand même un organe des plus importants, c'est celui dont on s'occupe le moins en médecine. C'est sauf quand il y a une épilepsie, sauf quand il y a une tumeur, mais la souffrance morale, c'est quelque chose qui n'est pas tellement pris en charge et pris en compte. Donc moi, je plaide, après l'alimentation, pour qu'on s'occupe un petit peu du cerveau. Tout à fait, du cerveau et des émotions. Yes. OK et ben, écoutez, on va arriver à un terme à notre émission. Moi, je pourrais rester encore des heures. Bah, à tour de rôle, je vous laisse le mot de la fin et juste avant de laisser le mot de la fin, si vous avez des conférences, si vous avez d'autres interviews, c'est le moment de faire votre publicité. Lâchez-vous. Alors bien, allez-y, je vous laisse, conclure pour nous 2. Tiens. Ah bah, Allez-y. et ben, pour cette interview qui était vraiment très intéressante, hein. Je remercie Zélico pour l'invitation et je vous remercie professeur Imbert vraiment pour ces échanges, très passionnants et j'espère que ça va passionner aussi, les personnes qui vont visualiser, la vidéo. Mais moi je dirais, bah, comme on l'a dit, hein, là juste avant, c'est, vraiment, prendre conscience de l'importance de nos intestins, vraiment des intestins et donc du microbiote et remettre aussi, ne pas oublier ces parasites, hein, qui peuvent, vraiment, être problématiques sur des problèmes de santé chroniques. Ouais, tout à fait.
Mmh. Oui, alors bon, je vais quand même terminer parce que vous reparlez des parasites effectivement qui baissent l'immunité, qui favorisent des maladies infectieuses, favorisent l'herpès, favorisent le papillomavirus, les virus chez les enfants. Il faut aller regarder s'ils n'auraient pas des parasites. Le papillomavirus chez l'homme ou chez la femme qui donne des cancers du col. Le Covid, beaucoup de maladies virales, le zona récidivant, mais également d'autres maladies parasitaires. La gale, qui est un parasite cutané, est favorisée par la présence de parasites intestinaux. Et j'ai Mmh. enfin compris pourquoi on mettait tant de mal à guérir des gales. On traite la gale et le malade revient 8-10 jours après, il se gratte encore. Mais il se gratte non plus de la gale, il se gratte du parasite, vous voyez, intestinal. Donc voilà, plein de choses que, fort heureusement, j'ai réussi à mettre dans mon livre, ici, et que on trouve nulle part ailleurs, c'est bien ça mais on va en parler maintenant, c'est ça qui va être De intéressant. plus en plus, c'est ça. Oui, de Mmh. plus en Oui, plus. Merci. Grâce à vous OK. aussi. En tout cas, merci à vous 2. Je voulais, vous remercier. C'est vrai que c'était une interview fort intéressante. J'ai apprécié cette interview et moi je rajoutais, prenez soin de vous, mangez naturel et faites de l'exercice. Voilà. Et oui, Merci aussi. beaucoup à vous 2. Je pense que ce ne sera pas la dernière interview qu'on fera tous les 3. En tout cas, je vais vous remercier et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, Bien. bon week-end. Merci, vous aussi. Merci. Merci. Merci.